De nos yeux d'occidentaux, s'extasier devant deux colosses en surpoids et en culotte qui tentent de se pousser hors d'un cercle de sable en l'espace de moins de 10 secondes peut paraître un peu étrange. Pourtant, si on s'y penche d'un peu plus près, on découvre qu'il s'agit pas seulement d'un sport, mais bien plutôt d'une sorte d'art, d'un art martial sacré au Japon, immédiatement lié à l'histoire du pays. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire du Japon. Je vous ai déjà parlé du Kojiki dans la vidéo sur le shintoïsme. C'est ce livre qui date de 712 et qui est le plus ancien exemplaire de livre écrit en écriture japonaise retrouvé aujourd'hui. Eh bien, on trouve dans le Kojiki un mythe tout à fait particulier. Il y a 2500 ans, le dieu Shinto du tonnerre, Takemika Zushi, est envoyé sur les terres d'Izumo par la déesse suprême du soleil Amaterasu pour conquérir le monde terrestre. Il tombe sur un autre dieu, le fils du seigneur d'Izumo, Takeminakata, qui refuse de lui céder les terres sans se battre. Les deux s'affrontent donc sur les plages d'Izumo, le long de la côte de la mer du Japon, et Takemika Zushi, le dieu du tonnerre, écrase littéralement son adversaire. Le combat au corps à corps entre ces deux divinités est considéré comme l'origine mythique du sumo. On le comprend donc, le sumo n'est pas simplement un sport, une discipline sportive, mais il est intimement lié à l'histoire du Japon. Évidemment, il ne s'agit que d'un mythe, mais un mythe qui dit à quel point le sumo est important dans la culture japonaise. Quant à la date exacte de son invention, c'est difficile à dire, mais d'anciennes peintures murales découvertes par les historiens laissent à penser qu'il aurait une origine plutôt ancienne. L'autre grand livre de l'histoire du Japon, le Nihon Shoki, ou Chronique du Japon, datant de l'an 720, raconte que le premier combat entre deux mortels eut lieu en 23 après Jésus-Christ. Il aurait vu s'affronter Nomi no Sukune, un fabricant de poterie, contre une brute épaisse du nom de Taima no Kehaya. Sukune aurait gagné en tuant son adversaire et serait resté depuis dans la tradition le père du sumo. S'il est là encore impossible de certifier la véracité de cette histoire, un autre combat, ayant eu lieu en l'an 642, a en revanche, lui, pu être historiquement authentifié. Pour distraire un envoyé diplomatique de la cour impériale de Corée, l'impératrice japonaise Kogyoku aurait organisé des combats entre les membres de sa garde impériale. Depuis cette date, la pratique de combat au corps à corps entre hommes costauds aurait persisté durant les événements spéciaux, comme les cérémonies de couronnement ou les rituels agricoles pour la bonne récolte. Chaque tournoi était précédé d'une danse sacrée et n'avait lieu qu'au sein du palais impérial. S'il a beaucoup évolué dans le temps, le sumo était au départ très violent, puisque rien, aucun coup, rien n'était interdit. On pouvait donc littéralement tuer son adversaire. Entre 809 et 823, pendant le règne de l'empereur Saga, le sumo est devenu une sorte d'art martial, puisque des règles ont été établies avec, par exemple, un certain nombre de coups et techniques obligatoires ou autorisés. Il était pratiqué essentiellement par la classe guerrière, et les seigneurs en raffolaient. Oda Nobunaga, un des plus importants seigneurs féodaux du XVIe siècle, appréciait tellement le sumo qu'il rassembla, en février 1578, près de 1500 sumotori de tout le pays afin d'organiser dans son château le plus grand tournoi jamais organisé. C'est précisément au cours de cet événement majeur, et parce que le château de Nobunaga ne disposait pas d'assez d'espace, que furent instaurées pour la première fois les limites de l'arène ronde que l'on connaît aujourd'hui. Il faut bien comprendre que pendant l'ère Edo, le statut de sumotori, de combattant sumo, était très prestigieux, puisque les daimyo, les seigneurs japonais, leur donnaient non seulement un salaire extrêmement élevé, mais plus important, ils leur donnaient un statut très prestigieux, celui de samouraï. Et oui, pendant l'ère Edo, les sumotori étaient des samouraïs. Précisons enfin que selon les historiens, d'autres luttes anciennes asiatiques, telles que la lutte mongole, le shuai-jiao chinois ou encore le sirum coréen, pourrait avoir largement influencé le sumo japonais. C'est également pendant l'ère Edo qu'un système de rangs et de listes officielles fut introduit et que les règles contemporaines du sumo furent fixées.
Mais qu'en est-il justement des règles exactes du sumo? Arrêtons-nous un moment maintenant sur ce qui est souvent un point obscur pour les non-habitués. Les sumotori ne portent rien durant le combat, hormis un tissu en soie noué au niveau de la taille et de l'entrejambe que l'on appelle mawashi ou shimekomi. Les meilleurs combattants, ceux des divisions professionnelles, doivent arranger leurs cheveux en chignon, coupe que l'on nomme o-ichomage. Avant de combattre, les lutteurs exécutent tout un rituel qui peut durer jusqu'à 4 minutes. Ils font un shiko, le fameux échauffement consistant à lever simultanément la jambe gauche et la droite, se rincent la bouche à l'eau, s'essuient avec une feuille de papier et le combat commence par un salut en lançant du sel à terre, cérémonial lié à la religion shinto. Les règles du sumo sont assez simples. En fait, elles sont données en quelque sorte par le titre même de la discipline, puisque sumo signifie littéralement se frapper mutuellement. Au départ, en position accroupie, les deux mains des lutteurs doivent en principe toucher le sol. Il existe dans le sumo, comme en judo, 82 prises autorisées permettant aux combattants de s'affronter et de pousser leur adversaire hors du doyo, un cercle mesurant très exactement 4,55 m de diamètre sur un tatami d'argile. Certaines de ces prises permettent également de faire en sorte que l'adversaire touche le sol avec une partie de son corps autre que la plante de ses pieds, ce qui le fait immédiatement perdre le combat. À la fin du combat, le gagnant se voit remettre une série d'enveloppes avec l'équivalent de 400 € dans chacune d'entre elles, enveloppes qui correspondent à un don de sponsor à chaque fois. Le sumo professionnel compte 500 à 600 lutteurs, appelés en japonais des rikishi. Et la première division, celle des meilleurs, comporte uniquement 42 lutteurs. Il n'y a dans le sumo aucune catégorie de poids ou d'âge. Vous pouvez faire n'importe quel poids, avoir n'importe quel âge et lutter contre un autre lutteur qui aura un autre âge et un autre poids. En fait, la seule chose qui compte, c'est le banzuke, la liste officielle des lutteurs classés par rang de niveau et de victoire. On trouve du rang le moins fort au rang le plus fort, Juryo, Maegashira, Komusubi, Sekiwake, Ozuki et le rang le plus prestigieux, Yokozuna. Ce système de ranking est essentiel puisque littéralement toute l'organisation du sumo tourne autour de ça, autour du rang du lutteur, un rang qui est attribué par rapport au nombre de victoires et de défaites de chacun des combattants. Une victoire fait monter dans le classement, une défaite, descendre. C'est donc très spécial, puisqu'à part le rang de Yokozuna duquel on ne peut plus jamais descendre, chaque lutteur peut un jour monter très haut dans la hiérarchie, et puis subir une série de défaites et redescendre tout en bas. Il n'y a que 6 tournois officiels par année au Japon. 3 à Tokyo, en janvier, mai et septembre, 1 à Osaka, en mars, 1 à Nagoya, en juillet, et 1 à Fukuoka, en novembre. Tous les combattants s'y retrouvent. C'est assez simple sur le principe. Sur un tournoi où un lutteur participe en général à 15 combats, si ce lutteur gagne plus qu'il ne perd, donc s'il a au moins 8 victoires, on dit qu'il est Kachi-koshi, ce qui signifie qu'il monte dans les rangs. En revanche, s'il a moins de victoires que de défaites, s'il a moins de 8 victoires, on dit qu'il est Make-koshi, et il descend dans le classement. Sont exclus de ce système les Yokozuna, qui sont considérés comme des dieux vivants par le fait de l'histoire même du sumo, à tel point qu'ils sont les seuls êtres vivants devant lesquels l'empereur du Japon a le devoir de s'incliner. Les Yokozuna, qui sont nommés à vie, ne peuvent donc plus jamais perdre leur grade. Il faut avoir passé tous les rangs sans défaite et gagner au moins 2 tournois majeurs dans sa carrière pour prétendre à ce privilège. En fait, ce rang est si prestigieux, si difficile à obtenir, qu'on ne recense que 73 Yokozuna dans toute l'histoire du sumo. Et au moment où je vous parle, il n'y a qu'un seul combattant qui a ce titre de Yokozuna, un seul. Il s'agit d'un combattant d'origine mongole, Teruno Fuji Haruo. Enfin, le rang est si prestigieux et le Japon tellement basé sur l'honneur et la hiérarchie que si un Yokozuna perd trop de défaites d'affilée, il est obligé de quitter le sumo, d'arrêter complètement pour ne pas se déshonorer. Terminons cette brève vidéo d'histoire sur le sumo avec 5 faits surprenants, 5 anecdotes sur ce sport. Premier fait, on commence généralement le sumo à l'âge de 15 ans. Deuxième anecdote, quand on devient combattant sumotori, on est obligé de changer de nom.
En fait, c'est lié à une tradition identique chez les samouraïs. Troisième fait, celui-là extrêmement surprenant, ce sport est tellement pris au sérieux au Japon que les arbitres de sumo, qu'on appelle les gyoji, portent à leur taille un petit poignard qui servait traditionnellement à se suicider en cas d'erreur d'arbitrage. Vraiment, à se suicider. Alors évidemment, aujourd'hui, plus aucun arbitre se suicide s'il fait une erreur d'arbitrage, Dieu merci, mais ce sabre est resté dans les vêtements traditionnels pour marquer quelque part le devoir de droiture et le devoir d'exemplarité d'un arbitre de sumo. Quatrième anecdote, très rapide, très simple, il s'agit d'une loi au Japon. Les sumotori, à cause de leur poids, n'ont pas le droit de conduire de voiture. Cinquième et dernier fait à propos des sumo, les lutteurs pèsent en général entre 90 et 160 kg, parfois plus, et ils vivent dans des heiya. En fait, ils s'entraînent, ils mangent, ils dorment dans ces heiya, qui sont des sortes d'établissements où il y a des dortoirs, où ils sont obligés de rester. Seuls les lutteurs mariés peuvent quitter les heiya le week-end, sinon tous les autres, pendant les 3 premières années, doivent rester dans ces établissements. Ils n'ont pas le droit d'avoir du wifi, en théorie. Ils mangent des petites quantités, mais très régulièrement. Et ces heiya sont tenus par d'anciens combattants, souvent des stars de la discipline, qui ont marqué ce sport, soit par leur performance, soit par des actes parfois un petit peu surprenants. On parlera très probablement, si la vidéo vous a plu, de la carrière de l'un de ces combattants, une carrière qui a beaucoup marqué l'histoire de la discipline. Mais ça, c'est pour une prochaine vidéo d'histoire du Japon. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un like, et nous on se voit bientôt pour de nouvelles aventures.